But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Énorme. Yeah. Il danse dans le studio tellement c'est énorme. Donc voilà, Densa Kuduro. Ça sent la sueur ici. Don Omar. Donc effectivement, extrait de Fast and Furious 5 de Justin Lin. Donc, vous êtes toujours dans Nathan Godard, pas une émission spéciale Kuduro au Brésil. Hein. Non, ce n'est pas le cas. Donc JB et on va commencer par Thomas quand même sur Fast and Furious 5, hein, je crois. Je crois que la bataille va être dure. Hein. Bon, non. Il n'y aura pas de bataille puisque nous sommes d'accord. Tout le monde est d'accord. Que dire de Fast and Furious 5? C'est un film qui mérite enfin son titre. C'est rapide et furieux. Tout à fait. Yeah. Oh yeah. Et on pourrait dire que c'est quand même un film qui suinte le jus de burne à des kilomètres. C'est ça. Effectivement. Faut oublier l'histoire parce que il n'y a pas l'odeur en salle, hein, je précise. Quand même. Sauf la sueur des spectateurs, justement boostés par ce film au scénario, enfin au prétexte scénaristique plutôt extrêmement con. En gros, ils vont à Rio pour aller faire des braquages parce qu'ils sont recherchés par la police. Sauf qu'il y a un flic encore plus méchant, plus balèze qui est joué par The Rock avec des muscles qui fait à peu près 3 fois mes cuisses, qui va aller les arrêter parce que c'est des méchants. Et donc là, ils vont se battre, ils vont se poursuivre. Il y aura des mecs, ça va être des vrais mecs, ils auront tous des couilles en acier absolument énormes. Toutes les filles, c'est des grosses bombasses. Elles sont toutes ultra mignonnes, toutes en mini short et en string. Et tout ça, ils vont se battre, ils vont se croiser, ils vont détruire la moitié de Rio avec un sens de la fête. Un sens de la fête assez décomplexé. Motorisé, exactement. Surtout, quand même, un point important, c'est que j'ai rarement vu ça quand même, une caractérisation des personnages par le moteur et le bruit du moteur. Il y a des petites idées comme ça. Plus le moteur fait du bruit, plus ils sont badass. Et plus on se rapproche de Vin Diesel. Absolument, parce que Vin Diesel, c'est le mec le plus badass du film. Et du monde, je pense. Grâce à ce film, je crois que c'est devenu l'icône badass. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu avec autant de charisme, ce bon vieux Vin Diesel. Non. Parlons peut-être de la structure qui est quand même très intéressante, hein, le rythme du film, parce que le film fait 2h10 et on ne s'ennuie jamais. Non, c'est très impressionnant en termes d'écriture. Des grosses scènes d'action dans lesquelles se perdent 2-3 scènes psychologiques, entre guillemets. Mais qui ne dérangent pas plus que ça. Voilà. Pour l'avoir revu, finalement, même à la revision, ça passe. Quoi. Elles sont nulles, mais elles ne sont pas gênantes. Voilà, elles ne sont pas écrites, elles sont courtes. Elles sont bateaux, mais ouais. C'est vraiment le prétexte. Comme tu disais, prétexte. Moi, c'est sûr que c'est le terme. Quand on commence à vraiment rentrer en profondeur des personnages, non, ça ne l'intéresse pas, Justin Lin, de toute manière. Non, tout est construit en surface, en fait. Mais c'est pour ça aussi que le film est vachement réussi. Quoi. Ouais. Que, autant le 4, il essayait de faire de la profondeur et c'était raté. Autant là, il assume complètement la surface de ses personnages en tant qu'icônes, quoi, simplement des icônes. Et l'arrivée des personnages de l'équipe, justement, est symptomatique de ça. Ils arrivent, ils sont tous super bien caractérisés en une image et on comprend, tout à fait, c'est iconique, qui ils sont. Quoi. Donc c'est vraiment très très fort. Donc je saurais trop toutes les louanges qu'on pourrait faire à ce film. Quelque chose qu'on n'aurait jamais attendu de la part de Justin Lin, de la mise en scène. De la mise en scène. Oui, c'est par rapport justement c'est rien de le dire, mais c'est vrai que le découpage de l'action. Voilà. Il y a des plans larges, déjà rien que ça, c'est inestimable pour moi. On comprend ce qui se passe. Il y a un découpage où l'espace est compréhensible, c'est pas découpé n'importe comment. La caméra a cessé de bouger dans tous les sens. Ça, c'est la première chose que j'ai vue, c'est ça. C'est fini, la caméra LCD qui bouge dans tous les sens, c'est fini. Il y a enfin un type qui filme comme dans les années 80, et ça manquait. Quoi. Ou alors quand il bouge la caméra, c'est avec une grue.
Et c'est plus en caméra portée. Il n'y a pas de cam portée, quoi. Non, c'est du plan aérien, c'est du plan d'ensemble. À part 2-3 combats qui sont un peu filmés au corps à corps, qui auraient pu se libérer un peu. Mais c'est quand même relativement aéré par rapport au précédent. C'est pas non plus le grand sommet de la mise en scène de l'action, mais ça reste quand même plus que très honnête. Tout à fait. En fait, on arrive à se rendre compte de la chorégraphie entre les voitures. C'est ça qui est super intéressant. C'est qu'on se rend compte que c'est vraiment un ballet de bagnole. Et il arrive toujours à ménager à la fois donc une progression dans l'action et puis dans la puissance des actions qui sont mises en place, et aussi des respirations totalement gratuites qui font vraiment très plaisir, quoi. Les trucs de par buddies, exemple, aller voler 4 voitures ou 6 voitures de flics. Exactement, cette séquence-là, elle est parfaite parce que elle est pas utile scénaristiquement, mais elle offre une bouffée d'air frais qui permet de relancer la narration, alors qu'il n'y a pas de narration en fin de compte. Quand on y réfléchit, l'histoire ça raconte rien, quoi. Enfin, ça relance le rythme minimal, un petit peu. Mais ça relance complètement le rythme. Mais comme il y a eu cette pause très agréable où c'est juste le plaisir de voir des types ultra badass faire la course en pleine ville, alors qu'il y a personne en pleine nuit, et voilà, ils foncent à 300 à l'heure dans les rues de Rio. Rien que ce petit plaisir coupable, et ben ça fait qu'on se rend plus compte que finalement il y a eu presque une petite longueur avant, mais comme il y a eu ça, on l'oublie et on repart complètement. C'est un film qui accepte la grosse connerie de son principe, en fait. Tout à fait. Du coup, c'est très avec une réserve, parce qu'il faut la mettre quand même, c'est peut-être, mais bon, heureusement c'est un personnage secondaire qui est quand même caractérisé comme étant le méchant. Le personnage de The Rock est quand même assez fascisant. C'est très clairement. Et ça, on s'en fout. Mais c'est complètement assumé. Mais c'est assumé pour le fait qu'il est caractérisé comme un méchant. Mais bien sûr. C'est quelqu'un qui pratique l'exécution sommaire, qui est là pour rétablir l'ordre. Voilà. Mais c'est quand même un bon. Donc c'est méchant. C'est un méchant. Voilà. Moi, c'est un peu la réserve que j'ai, ça va être là-dessus. Mais bon. Moi, je vois pas où est le problème. Ça a toujours été assez limite idéologiquement Fast and Furious. Je veux dire, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça raconte des histoires de braqueurs de banque, quoi. À la base, les braqueurs, c'est quand même un peu subversif. À la base, l'histoire, quoi. Enfin, le concept, c'est un peu subversif. Donc, il y a ce personnage-là qui arrive. Moi, je trouve pas ça gênant du tout. Au contraire, je trouve ça bien que il renverse complètement la tendance, dire que le gentil finalement est vraiment un gros enfoiré de base, quoi. Et inversement, le méchant. Tu vois, il y a des renversements de. C'est le personnage de Paul Walker, en fait. Qui est quand même justement flic à la base. J'aime beaucoup le personnage de Paul Walker. Moins dans celui-là, mais moi dans les précédents, j'aimais beaucoup. Je trouvais que son personnage avait de l'épaisseur, etc. Là, je le trouve un peu en retrait, Paul Walker, par rapport aux autres. Il se fait un peu bouffer par tout ce qu'il y a autour de lui, parce que les autres manquent pas de charisme. Justement, vu qu'il y a tous les personnages des Fast and Furious précédents, alors du coup, ça fait un film de groupe un peu bordélique. Mais il y a le côté série, justement. Juste pour parler de la série et d'équipe, c'est quand même, je trouve le film supérieur à l'Agence Tourisque. Ah oui, il est bien supérieur. Pour des questions de mise en scène, surtout. Je trouve. Vraiment. En fait, vous avez parlé du casting. Je trouve que c'est la donnée la plus intéressante parce qu'en fait, c'est un film qui est loin d'être vulgaire par rapport notamment au 2 qui est juste atroce. Et en fait, vous avez dit que c'est un film qui est resté assez en surface, ce qui est vrai, où il y avait, mais il fait pas l'apologie en fait des bimbos écervelés, de la dictature du paraître ou des mecs à deux de QI. Qui aiment que les belles plastiques au sens propre comme ça figuré. En fait, via le casting, en fait, c'est juste une apologie buddy movie de la fraternité. On est une bonne bande de potes et on va tout péter et on va rigoler. Mais pas vulgaire. Et surtout, c'est pas vulgaire du tout. Et mixte, mine de rien. Parce qu'il y a quand même 2 beaux personnages féminins dans cette équipe-là. Et tous les personnages féminins sont super bien écrits. Qui c'est qui règle tout ça? Qui c'est qui règle la vie du couple dans le couple avec Paul Walker? C'est Jordana Brewster. Qui c'est qui règle tout ça en termes de technique? C'est Jordana Brewster. Finalement, c'est le personnage. En fait, c'est elle la bosse. Donc, en fait, du coup, ça annihile toute la vulgarité, tout le machisme du 2 et des autres. Et là, on arrive. C'est presque féministe comme film quelque part, parce que les personnages féminins sont super couillus. Finalement, c'est un film qui rééquilibre le truc. Donc, c'est un film peut-être plus intéressant. Qu'on veut bien le vendre comme quoi un truc. Surtout dedans il y a quand même un magnifique hommage à Predator. Serrage de bras musclés, du muscle en gros plan quoi. Entre The Rock et Vin Diesel. Et juste un tout petit mot. Je trouve génial, c'est pour revenir à la structure scénaristique que je trouve beaucoup plus intelligente qu'on veut bien le dire, c'est qu'en fait il y a une préparation de cambriolage qui est ultra millimétrée, etc. pendant une demi-heure, qui sert uniquement à prévoir ce qui va se passer dans la séquence finale. Et en fin de compte, à la fin, ils disent oh puis on a marre, fini faire dans la finesse, on défonce tout et c'est parti pour une séquence de climax de 20 minutes ultra bourrine où ils détruisent le centre-ville de Rio avec un coffre-fort. Enfin, c'est une vraie bonne idée. Une vraie bonne idée. La poursuite, c'est une vraie bonne idée. Le plus drôle, c'est quand même ils viennent de détruire 20 maisons et de buter 30 mecs et c'est Vin Diesel qui dit maintenant on arrête la finesse. Voilà. Non mais voilà, ça c'est génial. Pour moi, Fast and Furious, c'est tout entier continu, juste là. Over the top. Et quand même sur la question de la ville et de la mise en place de l'action à l'intérieur, on avait quand même vu, c'est peut-être un peu exagéré, mais on n'est pas très loin quand même d'enjeux de Die Hard 3 quoi.
Ouais, non, quand mais même. carrément, Pas mais- très très loin. Non, moi je suis d'accord. Même si c'est je effectivement trouve- pas un maître de l'action, Justin Lin, mais bon. Bah, franchement, il commence. Il s'en à- sert avec plus que les honneurs. De Non, la et finesse. D'ailleurs, sans- sur le coffre-fort, c'est Jackie Goldberg qui avait dit un truc intéressant, je trouve. Mhm. C'est dès qu'on voit, en fait, c'est l'argent symbolisé par un Ouais. gros cube qui détruit un quartier riche d'une ville pauvre. Et il trouvait ça très très fort symboliquement. Ah oui, Et je suis oui. plutôt d'accord avec lui. Je trouve Ah, que c'est complètement. c'est Oui, très oui. malin comme séquence. Très très quoi, bien. vraiment. Je dirais que les Surtout du qu'il détruit une coffre-fort banque. marchent Première chose bien. qu'il détruit, c'est une Ouais, banque. ouais, tout à Donc, fait. voilà. En extirpant l'argent. Ouais, C'est l'arroseur arrosé. tout à fait. Exactement. Donc on place à la finesse maintenant avec une... Donc, voilà pour Eastbound and Down. On va parler de Fast and Furious Film de l'année. 6, le film de l'année pour Jean-Baptiste, qui est peut-être le spécialiste mondial de la franchise Fast and Furious, en tout cas celui qui l'aime le plus. Avec sa Twingo, Je pense qu'il y a que moi qui aime cette série, Twingo. effectivement, cette saga. Eh, tais-toi parce que moi aussi j'ai une Twingo. Alors, arrête. le gang des Twingo, quoi. Tuné. Mais est-ce qu'elle est rose? C'est ça qui est la classe. Bon, là je crois que toute perception critique va un peu en... Volé en Mais non, éclat. mais non, Va pas voler en du tout, éclat. pas Non, du pas tout. envie. JB, un théoricien de la voiture quand même, de la tôle Je français. vais te laisser commencer. JB, parce Justin que- Lin est un théoricien de la voiture. Pour le coup, il affirme encore dans Ça, ce film, ça, c'est de pas façon assez brillante. Donc, Par contre, Qu'est-ce que ça raconte? Rien. Qu'est-ce que ça raconte Tu se racontes quand même quelque chose. il y a Ça Des quand même gentils une qui trame. pourchassent des méchants. C'est ça, voilà. Surtout c'est- que- En voiture. Et JB est quasiment le seul. Alors peut-être Thomas, parce qu'il est assez pervers, à avoir vu les 6. Parce que moi j'en ai vu que 3 au final. Donc, j'ai vu que le 1, le 5 et le 6. J'ai pas vu le 4 parce Ah. que je. JB a tout vu. Mais le 4 est Plusieurs pas- fois. J'ai fait un ça rattrapage vient. ce week-end. D'accord. Bon. Ah ouais, d'accord. JB, le 6 alors. Alors le 6, bon déjà qu'est-ce que ça raconte où on s'apprend à la suite quasiment directe du 5 où Paul Walker, enfin le personnage interprété par Paul Walker est papa, donc séquence d'ouverture assez ridicule d'ailleurs en haut demeurant. Mauvaise séquence d'ouverture, ça part à très chier, très mal. mais Ça complètement, part hein. très très mal. On Ça se dit part mal. ouh là 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 là, ça va être encore pire que le 4. Ça va être de C'est dit, la psychologie à Ouais, 2 voilà, balles. vas-y, elle a fait le J'aime mon enfant, psychanalyse de blablabla. bazar, Il fait voilà. beau. Ah, horrible. Le perso de Vin Diesel et le perso de Paul Walker. Dominique En fait, font la Toretton. course. Oui, ils font une course et en Font fait une c'est course, pour c'est- aller accueillir le bébé. On se dit oh là là Oh là 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 oh. là là. C'est Horrible. babysitter malgré lui, quoi. Ouais, voilà, on se C'est dit un que le peu ça, bébé, Simon, ouais. on se dit, Babysitter. bah, le bébé va se faire Babysitter, enlever, on va y avoir un truc comme ça. Mais en Ah fait, oui, j'avais pas peur du ça tout. pour le Ouais, bébé. moi, je me suis dit que ça allait, Tout ça allait petit. ça reposer là-dessus. hein. J'avais peur pour le bébé. La course aux jouets. Bah, c'est un peu ça. Hein. Super Noël. C'est le capitalisme qui devient image, hein, on l'oublie pas. Le capital pour être plus précis. Mais le capitalisme est déjà une image. Et là, en fait, après cette séquence d'ouverture assez risible, on se dit, mon Dieu, ça va être nul. Dino risible. Et là, arrive. non. Elle était belle celle-là. Arrive un générique qui là. Et là, on se dit, ok, ça va être énorme. En fait, c'est JB quoi. Le générique, c'est JB. C'est JB C'est qui une se ramène JB en et qui télé. les pose sur la table. C'est à la fois une JB, c'est du méta, c'est de la série télé. Enfin, C'est du méta En fait, ça JB. confirme ce que je disais sur le 5. Tout le monde se foutait de moi. On disait, mais c'est pas une série, n'importe quoi. Le télévisuel dans Fast and Furious, c'est ridicule, c'est pas festoonesque. Et ben là, voilà, le générique contredit tout ça et me donne raison. C'est un générique de série. C'est fait comme un générique de télévision. On a la musique vraiment bien hip-hop, etc. À la Fast and Gros Furious. kékos, quoi. Voilà, avec les personnages, on les voit à l'écran. Il y a leur nom comme un générique. Avec leur nom comme un générique. Mais ça fait un peu drôle de dame, genre le voilà, choix, qui quoi. calque le nom de l'acteur au personnage et qui résume tout ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Ça fait un peu l'agence touriste. Ça fait l'agence touriste. Si vous avez manqué le début, un peu comme un télépoche. Ah oui, mais c'est c'est un à peu tous ça. les moments Mais sauf que importants en fait. Mais pas comme, c'est vraiment pas comme vous avez manqué le début, c'est comme un générique de série télé. On voit des séquences de la série résumées et ça se termine par le titre. on Fast and Furious. Le titre ça, qui tu arrive vois. de façon presque innocente, alors que dans le 5, rappelez-vous, le titre arrivait de façon tonitruante, et Fast Five, blam, qui venait se coller contre l'écran. Là, le titre arrive innocemment après le Directed by Justin Lin. On a juste un logo qui tourne comme ça, la musique s'arrête, et presque en fondu, Fast and Furious numéro 6 apparaît. Comme un J'adore titre ton de série. innocence. C'est assez extraordinaire, je trouve, ce générique annonce d'emblée de dire bah, ok, ça va vraiment prendre la suite de tout ce qui était précédemment et ça va vraiment raconter quelque chose de plus par rapport à la mythologie que Justin Lin dresse depuis le 4e épisode. Et c'est le cas puisque effectivement The Rock. Parce qu'il a fait le 4 aussi. S'il a fait le 4, il a fait le 3 aussi. Il a fait tous les Fast and Furious depuis le 3. Justin Non. Lin. Il a progressé. Hein. Et donc ça commence, The Rock qui est à la pourchasse il pourchasse un criminel international voilà, qui veut Un méchant, quoi. voilà, un méchant qui veut s'emparer ancien commando anglais. voilà, Qui veut faire une bombe un il veut peu. faire une bombe à la Austin Powers, électromagnétique, tout voilà, ça. pour Vous annihiler avez l'impulsion un méchant, quoi. électromagnétique, voilà. une base militaire. Enfin, voilà. Il y a des termes de science dedans, j'ai pas Ah tout ouais, compris. c'est Hein. complexe. Ouais, si, ça c'est le vieux truc. c'est Enfin, ça. on s'en fiche. Toujours est-il que ces mecs-là, ces terroristes sont hyper forts. Ils disparaissent à peine sont-ils arrivés, que personne ne peut les retrouver. On les Donc, voit, on c'est les voit une sorte pas, de quoi. bande hyper costaud. Et dans cette bande,
il y a en l'occurrence quelque chose. On savait d'ailleurs, puisque le post-générique de Fast Five l'annonçait, il y a Michelle Rodriguez qui était morte dans le 4e épisode. Mais en pas. fait, pensait qu'elle était morte. Et en fait, elle l'est pas. Mais c'est comme dans les comic books. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mort. Voilà. Et c'est justement, c'est passionnant. Ouais, tu parles de comics, Thomas, c'est que JB, là tu viens de dire aussi, donc il y a cette équipe-là. Ouais. Mais c'est le négatif. C'est le négatif qui. C'est une vanne d'ailleurs du personnage de du Black qui est super drôle d'ailleurs, qui dit on dirait nos jumeaux maléfiques. Et il analyse en fait chacun des membres du gang ennemi en les comparant à eux. C'est une séquence très drôle. Très drôle. Et donc pour en revenir à la fameuse menace donc, de Michelle Rodriguez, The Rock donc dit pour retrouver ces types-là, il faut des mecs encore plus forts. Donc il va chercher Vin Diesel. Les meilleurs des meilleurs. Voilà, il faut que vous nous aidiez parce que vous êtes ultra badass, etc. Sauf que l'équipe c'est devenu une famille. Mais non, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été une famille. Il le dit depuis le début. Ouais. L'important, c'est la famille. Et c'est ce qui va te perdre, Dominique. Et ce qui convainc Dominique, en l'occurrence, Vin Diesel, ce qui le convainc, c'est justement parce qu'il y a Michelle Rodriguez qui se dit il faut la ramener. Hein, et, voilà, donc vu qu'on veut tous ramener Michelle Rodriguez chez nous, on le comprend. Voilà, évidemment. Donc après ça, et bien voilà, là on vous a résumé tout le récit. Après, ce n'est qu'une suite de séquences d'action hallucinantes, mais c'est en crescendo. Il doit y avoir 15 minutes de dialogue à peine sur 2h10 de film, mais qui sont un peu superflus quand même. Les dialogues, on va dire que la profondeur psychologique n'est pas énorme. Moi je suis pas du tout d'accord. Je trouve que les dialogues sont super bien amenés pour une fois. Que le dialogue, le vrai gros dialogue entre Vin Diesel et Michelle Rodriguez est hyper émouvant parce qu'il se réapproprie un motif du genre qui est la comparaison des cicatrices. Sauf qu'il se le réapproprie par rapport à l'amnésie de Michelle Rodriguez. Je trouve ça magnifique. En expliquant à Michelle Rodriguez pourquoi elle s'est fait les cicatrices, c'est pas elle qui se vante. Non, je me suis fait la cicatrice comme ça. Je me suis fait la cicatrice comme ça. Je me suis éraflé sur un corail. Et non, mais du coup, c'est Vin Diesel qui lui explique comment elle s'est fait ses cicatrices. Oui, c'est très mignon. Mais c'est hyper émouvant. La façon dont c'est filmé, c'est vraiment très très fort. Et qui se poursuit par une autre séquence de face à face avec le méchant, qui est une séquence de couilles, pour le coup, qui a dû plaire à Thomas. Oui, le spécialiste ici. C'est qui a la plus grosse paire, pour le coup, et que c'est vraiment la plus grosse bagnole. La plus grosse bagnole. JB, il va falloir clôturer malheureusement. Malheureusement, mais il y aurait tellement à en dire. Par contre, toujours dire qu'il y a quand même une séquence d'action qui sont vraiment hyper bien foutues. Une idée qui me tient à cœur depuis au moins le 5, puisque je n'ai pas vu les. La gravité n'existe plus. C'est-à-dire que l'équivalence en termes de rythme et de montage du changement de rapport et du changement de raccord. Oui, et ça c'est génial. Ça passe une vitesse, ça accélère. Et la musique est en corrélation avec les changements de vitesse. Donc la musique se cale quasiment sur les accélérations de Vin Diesel. Il y a des choses vraiment assez hallucinantes. Et on ne filme pas l'accélérateur, on filme les voitures en mouvement de l'extérieur. Moi, ce que j'aime bien dans le film, quand même, c'est qu'au moins depuis le 5, donc comme on l'avait dit la dernière fois, ils ont compris leur titre, c'est Rapide et Furieux, et c'est qu'ils ont vraiment plus rien à foutre d'avoir une quelconque cohérence par rapport à la gravité ou quoi que ce soit. La poursuite sur l'autoroute et comment elle se conclut par quand même une idée incroyablement conne, mais qui marche superbement parce que Vin Diesel, il devient un Superman qui sauve Michelle Rodriguez. C'est cartoon, quoi. C'est ça. C'est très très fort. C'est vraiment ce côté ultra excessif qui du coup en fait un film hyper fun. Et juste pour finir sur l'idée du on parlait tout à l'heure des comics, etc. Quand on voit pas un corps, on voit pas le mort n'est pas accrédité. Pas de corps, pas de mort. Voilà. Je trouve ça très fort l'usage du hors-champ des autres épisodes de la saga dans le film. En l'occurrence pour le personnage de Michelle Rodriguez, on comprend par le hors-champ qu'il y avait dans le 4 qui est quasiment une pure amnésique. Qui est une pure amnésique pour le coup, et même nous on a oublié, on n'a pas vu en fait, on n'a pas oublié ce qu'on n'a pas vu, et du coup la séquence post-générique, mais attention spoiler ici, mais la séquence post-générique à ce titre est géniale parce qu'on s'attend à ça, on s'attend à ce que le japonais qui meurt justement à la fin du 3, hein, rappelez-vous il meurt à la fin du 3, on s'attend à voir un sorte de hors-champ en disant en fait il n'est pas mort, et en fait dans le hors-champ c'est pas on voit pas qu'il survit, c'est qu'il y a un nouveau personnage qui fait son apparition, et là ça annonce un Fast 7. On peut juste vous dire tout défoncer. C'est un mec très musclé qui a pas beaucoup de cheveux non plus. Voilà. Fini. Un peu comme si JB était musclé, si vous voulez. On va passer aussi à du... Hey Yannick, Danza Kuduro sur Radio Campus Rennes 80.4, ambiance bikini, gros cylindré et mort. Effectivement, c'est ça. On pourrait presque parler de Spring Breakers, le film d'Harmony Korine, mais non, on va parler de Fast and Furious 7, le film de Thomas, qui a réalisé James Wan. Ah oui, mais je voulais quand même lancer la conversation déjà. Donc le morceau de Don Omar, en fait, c'était présent dans la bande originale du 5. À la fin du 5. Depuis, c'est devenu un peu un péché mignon. Ils n'ont jamais dépassé ça dans la BO, quoi. Non. Voilà. Non, ils sont à peu près similaires. Je pense même que dans la musique, on n'a jamais dépassé général, ça. Non. C'est vrai. Non. C'est un sommet. C'est un sommet. Un vrai sommet. Ouais. Il y a tout, il y a de l'accordéon, des paroles en espagnol. Du beat qui tabasse. C'est ça.
Fast and Furious 7. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a un invité de marque, On la repasse, non Jean-Baptiste, qui est spécialiste. Il a fait beaucoup de recherches sur la franchise des Fast and Furious. On va peut-être le laisser démarrer pour nous parler de ce 7e opus. Après, c'est difficile. Cet opus magnum. Ou... Je pense qu'il n'y a personne en France, ou même dans le monde, qui aime autant cette saga que moi. Je pense que personne, en fait. Si, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui lisent des magazines de tuning. Erwan, tu parles de Mais moi, même sans lire les magazines de tuning. Tu devrais peut-être, c'est hyper intéressant. Pour le coup. Oui, c'est vrai. Donc oui, il y a un 7e épisode qui commence un petit peu là où le 6 s'arrêtait, ce qui est un peu la marque de fabrique de la série en fait, c'est qu'il y a un côté extrêmement feuilletonesque depuis l'épisode 3 en fait, qui a vraiment lancé des pistes narratives assez étonnantes qui renvoient beaucoup à la série télé. On avait parlé de ça. Qui est une préquelle du coup du 7. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, on reprend sur le fait que l'équipe de Vin Diesel a vaincu la famille, pardon. On en reparlera d'ailleurs parce que c'est important. C'est très important. Oui, tout à fait, justement, donc la famille de Vin Diesel a donc mis à terre le grand méchant Shaw dans l'épisode 6 et l'épisode 7 commence avec son frère, donc interprété par Jason Statham, qui va donc se venger son frère en essayant de dézinguer toute la famille. Mais à cela se rajoute une autre intrigue parallèle. Parce qu'il faut bien le trouver. Parce qu'il faut bien trouver Shaw. Le frère Shaw. Peut-être une des intrigues les plus stupides jamais vues dans un film hollywoodien. D'ailleurs, je pense qu'en termes de cohérence narrative, c'est sans doute un des trucs les plus stupides, puisque c'est Kurt Russell qui arrive en fait pour proposer à Vin Diesel une sorte de clé USB qui permet d'avoir accès Black Ops, CIA, un peu œil du mal en fait, qui permet en fait de trouver n'importe l'œil de Dieu, c'est l'œil de Dieu qui permet de trouver n'importe la confusion des valeurs grâce à un système de triangulation satellite. Et donc dans les années 90 ils prennent le militaire. Et donc en gros, Vin Diesel doit récupérer cette clé qui a été volée par un méchant terroriste pour essayer donc de la rendre à Kurt Russell, et Kurt Russell en échange lui dit mais comme ça vous allez trouver Shaw. Mais Shaw en fait n'arrête pas de les poursuivre pendant tout le film, donc en fait Shaw est tout le temps là présent, donc en fait ils ont juste à attendre et Shaw va arriver, donc ils n'ont pas besoin de le trouver. Mais ça reste quand même l'argument de base du film, voilà. Et à partir de là, c'est là que ça devient intéressant. Évidemment, c'est un enchaînement de séquences d'action absolument dantesques que nous allons décortiquer. Non, vas-y, t'es lancé. Avec plaisir. Peut-être dire aussi que cet épisode 7 est quand même très particulier aussi, puisqu'il y a eu la mort malheureuse de Paul Walker. Jamais dans nos cœurs. Pour Paul. Et donc, voilà, comment ils allaient pouvoir réussir aussi à sortir de cette représentation aussi, parce que si j'ai bien compris, le tournage était quand même plus ou moins terminé. Non, en fait, en gros, il est mort à peu près à la moitié du tournage, donc du coup, gros problème pour la suite du truc. Et ils ont touché l'argent de l'assurance de Paul Walker, donc à peu près 50 millions de patates US. Et donc du coup, ce qu'ils ont utilisé, c'est le frère de Paul Walker et une autre doublure pour faire des doublures de corps, et ils ont remplacé son visage numériquement, y compris parfois pour des gros plans justement. Ils ont gardé 1 million pour la psychothérapie du frère de Paul Walker. Je pense. Qui en plus maintenant veut se lancer dans le cinéma. A priori, les scènes d'action étaient toutes tournées. C'était les scènes intimistes qui manquaient. C'est ce qu'on voit. Peut-être aussi tisser deux fils comme ça. C'est à la fois donc le fil de Fast and Furious et donc de cette, je trouve cette transformation là qui s'opère ici, c'est qu'on n'est plus sur un film de rue. Exactement. On est sur un film de guerre, de guérilla. Ce qui est intéressant, c'est que la série a fait une sorte de dérive constante en fait au fil des épisodes. De dérapage contrôlé pour le coup, où on est passé vraiment du film de tuning en passant par le polar un petit peu dans le deuxième, c'est ça. Puis en arrivant vraiment sur le film de course pour le 3 et en dérivant vers le côté film de comme pas de mafia mais de gang en fait pour le 4. Drame familial même plus le 4 qu'autre chose. Oui c'est vrai mais avec ça en toile de fond quand même, et ensuite le film de braquage avec le 5. Ou déjà quelque chose s'amorce qui est très proche de l'agence touriste, Mission Impossible. Déjà l'espionnage commence aussi qu'on retrouve déjà du coup dans le 6 en l'occurrence, et qui dérive là dans le 7 du côté du film de guerre très clairement, ça, mais qui est vraiment une orientation qui à mon avis va être suivie dans le film de guerre, mais c'est surtout la manière aussi de hacker de Michael Mann, c'est qu'on est aussi là sur un territoire d'ombre et de fantômes, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de dématérialisé complètement. Oui, tout à fait. Ce qui est quand même, donc c'est pour ça l'autre fil à tisser, c'est celui de la mort de Paul Walker et aussi de ce fantôme qui est là et présent dès le début avec ce masque numérique. Oui. C'est ce que tu m'avais dit à la sortie du film, Erwan, en disant qu'il y avait sans doute un parallèle à faire avec Speed Racer des frères Wachowski et la poursuite avec le frère fantôme. Ah je pense que le film, c'est ça. Sauf que pour le coup, c'est littéral dans celui-là. C'est complètement littéral, et c'est ça qui est assez passionnant, c'est que le film, non seulement est un monument de jouissance, d'action assez extraordinaire, mais en plus de ça se teinte d'une mélancolie assez sourde qui infuse tout le film, parce que c'est vrai que pendant tout le film, on cherche
c'est pas qu'on cherche en fait, parfois on perçoit le côté un peu numérique de Paul Walker et ça déclenche parfois en pleine séquence d'action un moment de trouble, de véritable trouble, et qui est intéressant puisque très clairement, alors ça évidemment James Wan n'a pas pu prévoir les choses et donc il a tourné une fin différente de ce qui était prévu, qui devait être normalement une entrée en matière pour le 8. Il a choisi justement de terminer le film par cette scène intimiste sur la plage qui est absolument magnifique, mais qui est par contre qui est vraiment étonnante parce que il y a quand même, sans spoiler vu que tout le monde sait que Paul Walker est mort, une séquence d'hommage d'un personnage à l'autre qui se tient pas du tout dans la diégèse. Non. Mais qui est un hommage donc à un acteur qui est mort, et ça c'est unique dans l'histoire du cinéma. Ouais, mais non, mais c'est vrai que c'est... Et qui est assez émouvante en plus. C'est hyper émouvant, la fin est vraiment... Avec en plus des extraits. Qui, dans sa bêtise, qui est quand même présente, et extrêmement premier degré. Mais en fait, c'est pour revenir à la question de la famille, justement, qui était le discours majoritaire de Fast and Furious Justice, qui était vraiment hyper ridicule, on s'en moquait. C'est ridicule sans être gerbant non plus, parce que c'est pas la famille patriarcale, c'est voilà. une famille... C'est comment reconstruire une famille à partir de bras cassés. Voilà. J'avais trouvé le 6 un peu limite, moi, personnellement. Oui, non, mais là, c'est ce que dit Vin Diesel en promo, en fait. C'est vraiment sa manière de vendre le film. Pour lui, c'est à la fois des films d'action fun, mais c'est surtout des grands films sur la famille, des grandes sagas familiales. Je pense que Vin Diesel est à peu près le seul à le penser, mais c'est quand même présent. Mais c'est assez présent. C'est une question de famille, de famille, d'amis en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'à la fin est si émouvante, c'est parce que justement il y a tout ce discours qui était là depuis le début de la saga, qui là d'un seul coup prend un sens. Dans cet épisode-là, on comprend que Paul Walker c'est son frère. Il le dit, voilà, tu es mon frère, tu resteras mon frère à jamais. Et il faut rappeler quand même que le film s'ouvre, pour faire une JB quand même, ça fait longtemps, sur le plan de Jason Statham qui est dans la chambre d'hôpital de son frère, et aussi qui est en train de perdre son frère, et qui est lui-même presque le fantôme de son frère qui va venir venger justement, qui est un type qu'on n'a jamais entendu parler jusque-là, et qui est en fait le méchant ultime qui arrive, on sait pas d'où, on sait pas comment il trouve les gens, c'est aussi une forme de... C'est ça, c'est parce que c'est le devenir fantôme de Jason Statham. C'est en ça que c'est un méchant hyper badass, parce que déjà Statham il sait mettre des coups de latte, donc ça fait du bien, mais c'est surtout il arrive, c'est n'importe quoi, tu fais, mais c'est entrer dans le champ à Abu Dhabi, et la séquence de la bagnole dans le Caucase, il arrive n'importe comment, c'est comme un cheveu sur la soupe, il déboule, c'est ça en fait, c'est presque un élément perturbateur, c'est ce côté fantôme qui arrive là directement sur cette famille qui en elle-même dans son fort intérieur doit elle aussi pallier à ça, donc c'est assez, en fait c'est assez malin à ce niveau là quoi. Et puis en plus Statham, quand tu vois Statham, Vin Diesel, même The Rock, tu dis, et avec The Rock, tu dis, mais ça va charcuter du salement, ça va être plaisir. Et ce qui est très fort, c'est la manière dont justement ils amènent les séquences d'action, qui est assez maligne, parce que The Rock effectivement commence sa première séquence d'action qui aurait pu être le climax du film, c'est le combat avec Jason Statham. Et il commence le film par ça, comme pour dire, bon bah par la suite ça va être de mieux en mieux. Et le film s'ouvre sur un plan séquence quand même extraordinaire, et on découvre le personnage de Statham. Tu vas un peu vite en besogne. Le plan séquence, parce qu'elle est efficace. C'est d'une efficacité redoutable quand même. Et il est iconique pour le coup, parce que vu qu'en plus le perso dit quasiment rien du film, et ça pose un perso et en termes de quel point il est méchant. C'est pas un plan séquence. Il est trafiqué de partout, évidemment. Il y a des accélérés, des ralentis comme tu veux, bien sûr, mais ça se présente comme du montage interdit. Juan, t'es bon. Oui, non, mais même c'est une séquence quoi. Non, c'est même pas ça, mais c'est le côté où il se cache pas du tout. De toute façon, il fait des accélérés, des trucs. Ah oui, c'est artificiel. Bien sûr. Après, moi, juste pour dire effectivement sur les séquences d'action qui sont assez énormes et qui montent toujours en tension, sauf peut-être justement celle de la fin à LA qui est peut-être un peu en dessous de celle du bus ou truc comme ça, assez bizarrement. C'est là où plus clairement ils essayent d'importer le côté espionnage et la guerre sur le territoire et la guerre sur le territoire américain. Avec des scènes d'action qui sont vraiment chouettes et qui sont vraiment dures. Après, le seul truc que je regrette un peu dans le film, c'est qu'il y a une surdose de CGI qui parfois sont pas super bien gérés, voire un peu moches, et qui du coup gâchent un peu le plaisir. C'est vrai, il y a les accélérés, à un moment il y a des accélérés, c'est hyper flagrant, des accélérés d'image pour les bagnoles, tu fais putain, on n'a pas vu ça depuis Max Pécasse quoi. Non, depuis le Transporteur 3. Mais c'est aussi ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est avant tout des films de pause quoi, c'est des poses iconiques, ils n'arrêtent pas de se la péter tout le long du film. Tu penses au plâtre de The Rock? Le plâtre de The Rock, quand ils arrivent à Abu Dhabi en voiture tous les 5 hyper bien alignés, des poses cul, des poses muscles, tout ça, c'est ça. On dirait un mauvais clip de Booba. Bien sûr, s'il y a un bon film un clip de Booba existe. Bah oui. Mais on dirait un mauvais clip de hip-hop tout pourra. On est constamment sur l'apparence en fait, et sur ce que les corps recèlent d'apparence à l'intérieur. Ce qui est extraordinaire quand même pour revenir sur le film de guerre, c'est au moment où la guerre arrive sur le territoire, c'est pas l'armée américaine qu'on envoie, c'est The Rock. C'est tout. Il n'y a aucune armée, il n'y a rien, il n'y a pas un hélicoptère, il n'y a pas un tank. Non, on envoie The Rock. Et la police. Il s'envoie tout seul alors qu'il est dans sa chambre d'hôtel en train de regarder un match de foot.
qui est un match où il a réellement joué. C'est vrai dans la réalité, quand il avait une carrière de footballeur avant d'être catcheur. C'est fou. C'est ça qu'ils s'en branlent complètement des allers-retours entre la réalité et la fiction. C'est assez marrant aussi parce que c'est vraiment dans leur côté, on est des gamins et s'il y a un truc cool dans la vraie vie, il n'y a pas de raison qu'on n'y fasse pas référence. Exactement, il y a un côté un peu décomplexé mais qui est sympathique parce que c'est naïf en fait. Il n'y a pas du tout de cynisme là-dedans. Avec le fait que justement on peut quand même le dire qu'il y a Kurt Russell dans le film, que ça fait super plaisir, qu'il est super cool, que même lui il est visiblement un peu trop content d'être là, même limite. Il est ravi. Et qui pour le coup effectivement annonce un personnage, parce qu'il est absolument pas traité dans celui-là, qui annonce un personnage qui est un peu plus important et encore plus cool que tous les autres, parce que c'est Kurt Russell. On dirait Samuel L. Jackson dans les Marveleries. Ouais, il y a un côté Nick mais Fury, en mieux pour le coup, il est mieux que Nick Fury. Son personnage, il a des flingues et il a des lunettes infrarouges. Mais c'est là que je trouve qu'en l'occurrence, il boit de la bonne bière trappiste. Justin Lin et James Wan, ils ont réussi là où Stallone s'est planté sur les Expendables. Clairement ça qu'on attendait d'Expendables, c'est-à-dire des retrouvailles de gros bras avec des types qui peuvent pas être dans le même cadre parce que sinon ils font péter le cadre, donc ils restent chacun dans les coulisses. C'est le hit du film d'action. Et d'un seul coup, on va les faire se clasher. Et quand ça clash, ils détruisent le décor, ils détruisent le film. Mais c'est ce que disait Dahan quand il avait parlé du premier Expandable. Justement, le truc, c'est que Stallone, il sait absolument pas gérer les groupes, parce que la seule personne qui sait traiter de manière mythologique, c'est lui-même. À l'inverse de, par exemple, des mecs qui font les Fast and Furious, qui savent plus traiter des films de groupe. Ouais, c'est vrai. Bon, après, on retrouve des petites scories. Par exemple, le personnage de Tony Jaa, quand même, qu'on est très content de retrouver, mais qui est complètement sous-exploité au possible. Ils ont raté. Utsu, pareil, en méchant, qui fait rien du film. Donc, du coup, quand il n'y a pas vraiment de gros antagonistes. Tu voulais qu'on en parle, JB, mais revenir peut-être très rapidement sur la mise en scène par moment, où quand je dis vraiment c'est mise en scène et pas seulement mise en cadre, c'est-à-dire qu'en termes de scénographie par endroit, c'est un peu brouillon. Dans les corps à corps surtout, c'est pas toujours gracieux. Peut-être, moi, plus ce qui me dérange, c'est que ce que j'avais beaucoup aimé dans le 5 et surtout le 6 là-dessus, c'était le fait de caler le montage sur la boîte de vitesse, notamment dans les poursuites. Je trouve que ça donne un rythme vraiment fort, alors que là... C'est calé sur les beats de la musique de la bande originale. L'arrivée à Abu Dhabi avec les changements d'échelle de plan, enfin on dirait encore une fois un mauvais clip de Booba. C'est ça. Ou un bon clip de Booba. Mais c'est les moments les plus réussis. Moi je trouve c'est un peu dommage en fait. Alors qu'il y a des trucs vraiment bien, notamment la scène du bus, il y a une belle chorégraphie avec la bagnole. Enfin, il y a une bonne chorégraphie du corps mécanique, mais du corps musculeux. Elle est un peu, ça va un peu trop vite en fait. Ouais, ils ont un peu de mal quand justement quand c'est dans le cadre, ils ont un peu de mal. Il faut que ça déborde le cadre pour que ça fonctionne. Ou alors la caméra qui tourne ou qui. Ouais, ça c'est bon. C'est pas des effets un petit peu faciles. Des effets de mauvais goût aussi. Voilà, c'est ça. Sur la course au début. Des plans sur le cul des meufs non-stop. Ouais, mais ça, c'est le côté Michael Bay assumé. Ça fait partie de la série aussi. Ça n'apporte rien. Bah non, parce que regarde, ça n'apporte absolument rien. Ça n'apporte rien. Dans le 5, il était en mode déceptif. Je sais pas si vous en souvenez, dans la séquence du 5, on se dit, on va avoir une séquence un peu à la Fast and Furious. Et pim, ellipse. Justement, c'était bien ça. Et alors, c'était bien. Et là, en fait, ils assument encore le côté gros bras baston. Et derrière, il fait une baston entre deux nanas qui tabassent tout. Donc, c'est assez rigolo. De là, c'est pas dérangeant finalement dans un film comme Fast and Furious, parce que c'est comme cette culture-là. Oui. Non, mais pour les attaques, les soi-disant attaques machistes et compagnie, en fait, non. En termes d'inventivité, quoi, c'est tout. Surtout quand il y en a pas toujours. On est déjà en retard, mais déjà un point aussi, quand même, dire aussi comment. Enfin, après, on l'a vu en version française, mais Jordana Brewster aussi. Oui, ça, c'est pas bon. Quoi, Jordana Brewster? L'actrice, c'est fan de Paul Walker. Elle est vraiment nulle. Elle est nulle. On la voit quasiment pas. Non, mais on la voit. Ils s'en sont débarrassés très clairement, ça se voit d'ailleurs, qu'ils savaient pas quoi en faire de ce personnage. Mais bon, voilà, très belle porte de sortie quand même pour Paul Walker, c'est magnifique. Enfin, c'est le plus bel hommage qu'on pouvait lui faire. Bretelle de sortie même. Bretelle de sortie, et terminer là-dessus, c'est qu'à la fois on a la plage, on a aussi cette petite séquence de montage de ces apparitions, donc c'est du Romer, de la saga. Oh, putain. C'est un film romérien. Troisième niveau, la route et les deux les bifurcations, quoi, tout simplement, quoi. C'est vraiment c'est vraiment très beau. Qui finit d'ailleurs par une très belle chanson. Oui, qu'on va pouvoir écouter tout de suite d'ailleurs. On écoute ça. Peut-être pas en fait. On va écouter le dernier morceau justement de ce film. Et on va tous pleurer. Oui. Pour toi, Paul. The most important thing in life will always be the people in this room. Right here. Right now. Salute me, familia. On
attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Don Omar avec Danza Kuduro, ce chef-d'œuvre de la musique contemporaine, bien évidemment extrait de la bande originale de Fast and Furious 5 de Justin Lin, le film, on peut le dire, le meilleur opus de la franchise. Ces 15 dernières années, comme la chanson d'ailleurs. À peu près, effectivement, la musique s'était mise au niveau du film qu'elle illustrait, donc... Car Fast and Furious, là donc c'est la 8e occurrence. On est revenu sur tous les Fast and Furious au moins depuis le 5. On n'a pas fait le 4 ? Oh si, sans doute. Mais je crois qu'on avait fait le 4 voilà, déjà. C'est une saga que nous suivons depuis quand même assez longtemps, avec un intérêt divers et varié selon les participants de cette émission, mais les plus esthètes d'entre nous, notamment Erwan, hein, donc l'ancien fan de tuning... c'est évidemment une de ces sagas fétiches qui malheureusement... Sa petite Madeleine. Malheureusement, il n'est pas là pour en parler ce soir, le grand timonier, mais bon, comme Paul Walker, il est à jamais dans nos cœurs. Exactement. Et donc, après les films de Justin Lin et de James Wan, les gros films d'action pétés de brousouf, complètement golements, cette fois, James Wan passe la main à F. Gary Gray, réalisateur du Négociateur, de Braquage italienne et dernièrement de NWA Straight Outta Compton, le film donc sur NWA hein, dont on avait traité ici avec Mathieu. Et donc, c'est... comme depuis le 5, c'est un peu une suite directe de l'opus précédent, où donc évidemment ce qui est important, c'est la familia, où donc Vin Diesel, toujours le sosie sous stéroïde de Yannick Dahan, de plus en plus quoi. C'est incroyable. Et donc avec sa femme Michelle Rodriguez, donc j'oublie toujours le nom dans le film. Lady, c'est ridicule comme nom. Donc ils sont en vacances à Cuba, Pelardos, parce que ce qui est important là-bas, c'est les gens, c'est la culture, c'est l'ambiance, c'est la famille, et c'est surtout de pouvoir faire des courses de bagnole complètement con dans les rues de la Havane. Donc le film démarre comme ça, par un genre de petit concours de beats entre Vin Diesel qui conduit une bagnole pourrie face au gros kékos de la Havane. Le mec est trop fort en bagnole puisqu'il a une barbe, un collier et un petit chapeau de paille. Et donc par là tu dis ouais, fuck yeah, il est toujours aussi balèze, mais il est toujours aussi honnête, et sincère et la familia, la familia. Sauf que là, il rencontre Charlize Theron, donc qui débarque dans le film, qui joue Cypher, qui est coiffé comme Angelina Jolie dans 60 secondes chrono de Dominique Sena. Et là, en fait, on apprend que Cypher, c'est la grande méchante en fait derrière toutes les intrigues de l'épisode 6 et l'épisode 7, donc où les méchants étaient les frères interprétés par Jason Statham et Luke Evans. Et donc, Dom, pour on ne sait quelle raison, va donc devoir trahir sa famille, sa vraie famille, bref, qu'on aime tous et qu'on a appris à connaître. Et donc, évidemment... En fait, Charlize Theron lui fait une sorte de chantage un peu bizarre, une photographie sur un téléphone. On ne sait pas ce qu'elle lui montre, mais à partir de ce moment-là, en fait, Dominique se transforme, se métamorphose et suit tous ses ordres. Et donc, du coup, va devoir être dans le plan surcompliqué de Charlize Theron pour voler une mallette et après voler des missiles nucléaires et après faire du chantage au monde entier. Et donc, l'agent spécial The Rock, Dwayne Johnson, va devoir s'allier avec son ancien ennemi, Jason Statham, sous les ordres de Kurt Russell, pour pouvoir, avec donc le reste de la famille, avec Ludacris, avec Tyrese Gibson, tout ça, pour pouvoir arrêter tous ces méchants marlous et essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dom les a trahis. Car, comme le dit la tagline, on ne peut être trahi que par les siens. C'est profond. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est très profond. Donc, Jean-Baptiste, mon cher, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles installations Furious 8 ? Eh ben, ça me fait quand même très mal de l'avouer, mais il faut bien le dire, c'est clairement le plus mauvais épisode depuis le 4. Voilà. Moi j'estime que la saga commence vraiment à partir du 4 en fait, parce que les 3 premiers sont assez inégaux et surtout ils construisent pas quelque chose à partir du 4. Le premier, si on enlève le 2 et le 3 en fait. Même le premier, il n'est pas vraiment encore déjà dans cette mythologie. Le premier est plus il est moins débile quoi. Non, le premier est vraiment dans une mythologie de kéké de tuning. Voilà, c'est ça. Vraiment, c'est pas du tout le même esprit. C'est plus un budget de série B. C'est pas des grosses prods, c'est pas des films d'action. C'est plus. Et à partir du 4, il y a vraiment cette volonté de construire quelque chose sur le long terme avec ces personnages récurrents qui sont dans une logique sérielle en fait. Moi, je trouve vraiment intéressante, qui avait été plutôt bien traitée, il me semble, sur le dernier épisode, le 7 de James Wan. Ne serait-ce qu'avec ce générique génial où on voyait tous les personnages avec des séquences du film vraiment façon générique. J'ai envie de le revoir. C'était vraiment un générique superbe. Et là, en l'occurrence, F. Gary Gray, il prend la main et on ne gagne absolument pas au change, puisque pour le coup, on en vient à regretter à chaque instant Justin Lin. Qui, même si c'est clairement pas un grand réalisateur, au moins il avait une petite signature avec les Fast and Furious, et ici on perd complètement de vue tout ce qui faisait le sel de ces poursuites en voiture, avec le montage qui s'adapte à la boîte de vitesse et à la musique. Enfin bon, il y avait des choses intéressantes, et là on perd vraiment tout ça. C'est vrai que ça, c'est un truc dont on avait beaucoup parlé avec Erwan, c'est-à-dire que effectivement le montage se cale sur la boîte de vitesse des personnages, c'est-à-dire que quand ils accélèrent, effectivement le montage aussi s'accélère, il décélère, il fait des cuts, et c'est vrai que c'était un truc assez intéressant que mettait en place, et que Wan
après avait repris à son compte. Voilà. Et ici, on évacue complètement en fait ce qui faisait un peu le sel en termes de mise en scène. Bien sûr, c'est un bien grand mot. Le sel formel des poursuites en tout cas. Et du coup, les poursuites se retrouvent assez illisibles pour la plupart d'entre elles. En fait, ça manque vraiment de plans larges. On est dans des plans serrés avec une caméra qui tremble. On perd de vue en fait ce qui faisait l'intérêt, il me semble, de ces films-là, c'est qu'ils arrivaient à créer des poursuites de voitures assez bigger than life, mais avec un vrai regard. En plus, on sait que dans les Fast and Furious, ils font énormément de cascades en réel. C'est les prods qui cassent le plus de bagnoles au film près. Ils engagent les meilleurs cascadeurs. Ils ont des techniciens de ouf pour faire péter leurs bagnoles. Et là, bizarrement, il y a un côté moins organique que dans les autres, justement. Alors que on sait que les autres aussi étaient quand même pas mal bourrés de SFX pour attraper des trucs. Mais là, ce côté des tôles froissées, justement, se ressent beaucoup moins. Carton-pâte. Même, par exemple, dans... Synthèse, parfois, on a l'impression, alors que c'en est pas, quoi. C'est bizarre. Même dans ce qui est peut-être la meilleure poursuite, celle qui se passe dans la ville de New York, justement, où donc il y a... Seul moment cool du film. Ce moment vraiment formidable où donc le personnage de Cypher prend le contrôle de toutes les voitures automatiques de la ville grâce à son super satellite, donc ce qui fait des voitures zombies, où il y a à peu près 1000 bagnoles de collection, hein, que des belles bagnoles qui vont poursuivre le convoi. Mais qui sont vraiment en horde, c'est ça qui est génial, c'est des hordes de voitures qui se jettent sur les voitures, mais les plans sont extraordinaires. Là, c'est vrai qu'il y a vraiment des trucs qui sont mortels là-dedans. C'est très drôle, c'est le seul moment où on retrouve, je trouve, le côté jouissif justement. Ce côté vraiment gaullement assumé et bien exactement, fait. Voilà. Donc ça marche très bien, le climax c'est pas mal, mais en fait à part ces deux séquences, il y a des petites touches par-ci par-là, de trucs qui nous font sourire, qui nous font un petit peu retrouver le plaisir qu'on avait avec les précédents, mais dans l'objet global, en fait, il y a des vrais gros problèmes, non seulement en termes de spectaculaire, ce qui est quand même un problème dans un film aussi cher et aussi mais contrôlé, j'imagine, par les studios, mais en plus en termes de construction dramatique. Et c'est surtout là, il me semble que le bas blesse, puisque le 5, très clairement, avait réussi à sortir son épingle du jeu grâce à une vraie construction dramatique. Le film fonctionnait sur des codes, sur des choses qu'on avait déjà vues dans tous les films, mais qui arrivaient à les exploiter de façon très intelligente. C'était un truc hyper balisé, mais qui au moins était comme correctement écrit, voilà. à la fois qui développait, on va dire, des genres de personnages, enfin, des stéréotypes de personnages, mais qui étaient bien faits, qui avaient des arcs narratifs assez clairs, ou qui pourtant était un film avec beaucoup de personnages, parce qu'ils étaient 8 ou 9 braqueurs justement à faire le truc, mais tous étaient caractérisés assez vite. C'était pas de la grande psychologie, mais au moins c'était assez carré. Très efficace. Pour que chaque personnage soit intéressant. Et depuis le 5, en fait, il y a une sorte de phénomène de déliaison un petit peu dans ces films où on sent bien que même dans le 6 et le 7, que j'aimais beaucoup par ailleurs, on sentait déjà que c'était un petit peu, on pensait avant tout des scènes spectaculaires et on les reliait par des arcs narratifs un petit peu. Des scènes par des acteurs, parce qu'à chaque film, ils rajoutent de plus en plus de stars. Donc à partir dans le 6, il y avait Luke Evans, dans le 5, il y avait The Rock, dans le 7, il y avait Statham et Kurt Russell, et là, ils rajoutent Charlize Theron, Hélène Mirren, enfin que des grands acteurs. Eastwood, voilà, c'est ça, donc que des noms. Et en fait, chacun un empilement de scènes où ça va être un empilement de vannes, parfois assez drôle. Je pense notamment les scènes entre The Rock et puis Statham qui sont vraiment drôles parce que c'est un concours de punchline de merde qui est assez réjouissant, surtout que ça se voit que Statham prend un plaisir pas possible à raconter que de la merde, à faire son gros kéké d'anglais, un peu comme dans Spy, le film de Paul Feig où il passait juste son temps à être un gros espion anglais complètement débile. Et ben là, c'est un peu le même genre, quoi. Il est vraiment content d'être là et de faire des scènes de fight avec un bébé. Enfin, il se fight pas avec un bébé, hein. C'est juste qu'il a un bébé dans ses bras puis il se fight contre des méchants. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le seul qui s'amuse un petit peu sur le film. Les autres font le taf, mais sans amour du travail bien fait. On sent vraiment que même The Rock, il est pas là, il fait 2-3 trucs rigolos, mais il les fait vraiment de manière forcée, et tu sens qu'il est pas du tout à l'aise avec les gags qu'on lui fait faire. Enfin, la façon dont il apparaît dans le film, c'est complètement son intro, foireux. En fait, il est entraîneur pour une équipe de soccer féminine, enfin de petites filles de 10 ans, et donc il leur fait genre un gros discours viriliste, et après il leur fait faire un haka, et c'est un peu le genre d'humour forcé de merde qu'il y avait dans les comédies, je sais pas, de Schwarzenegger, voilà, à la Schwarzy, ou tout comme ça, mais là, ça marche pas du tout. Il est pas à l'aise avec ça. Enfin, pourtant The Rock, il a un talent comique indéniable, mais là, pour le coup, on sent vraiment que c'est forcé, on sent que c'est mal écrit. En fait, moi, je trouvais que la grande force du 6 et du 7, malgré une construction dramatique un peu faiblarde, c'était les dialogues. Il me semblait qu'il y avait des choses qui étaient pas mal réussi au niveau des dialogues. Et là, comme tu dis, à part les dialogues entre The Rock et Jason Statham qui sont vraiment bien sentis parce que bien débiles, pour le reste, les dialogues sont super mal écrits. Et puis surtout, moi, ce qui me gêne profondément, c'est que
dès qu'il y a une séquence, par exemple, avec Cypher et Vin Diesel, qui sont censées être des séquences profondes en termes de dramatique, voilà. Et en fait, on s'emmerde, c'est horrible. Il y a au moins 1 heure de film en trop, quoi, ce qui est grave. Vraiment, et pourtant, le film est quand même plus court que les 2 précédents, parce que qu'il faisait 2h30, voire 2h45 pour le 7. Celui-là, il fait 2h16. On s'est dit, c'est bien, ils ont peut-être tiré les leçons, ils font un peu plus ramassé, genre, j'allais dire direct, après c'est peut-être un peu exagéré, mais tu vois, enlever un peu de gras, non. Et c'est vrai que les dialogues de Charlize Theron, mais c'est pas possible, elle débite des grandes vérités sur le monde, sur le terrorisme, sur le contrôle des États, machin. Ouais, c'est ce que je voulais vous demander en fait, parce que si on reprend par exemple le 5, le 6, le 7, le 5, enfin, quelle est la couleur du film? Parce que moi je l'ai pas vu, même si j'aime bien la franchise. Le 5, il y avait un truc qui permettait au spectateur vraiment de prendre le film pour peut-être plus ce qu'il n'était. C'est-à-dire que dans le 5, t'as la poursuite à la fin avec le coffre de la banque dans Rio de Janeiro. Le 6, t'as cette espèce d'extrapolation ou même d'expérimentation avec la piste d'atterrissage. Et le 7, t'avais l'émotion. Ici, c'est quoi en fait? Le spectateur peut se rattacher à quoi? À rien. C'est bien malheureux. Et j'allais y venir justement là. Il y a effectivement une dimension politique dans le film qui était déjà un peu présente dans les précédents, mais très légère. La fin du 5 était quand même bien faf. Via oui, mais en répondant à des codes, là encore, ce qui fait que ça gênait moins. Là, ça répond même plus à des codes. C'est-à-dire que là, quand même, le discours, c'est on a une personne qui est en train de dire les grands systèmes gouvernementaux de la planète sont tous des empaffés, et du coup, voilà, je veux les mettre à mal. Et en fait, cette femme, c'est la méchante. Elle est vraiment dépeinte comme une âme diabolique, etc. Elle est sans âme, elle est sadique, parce que voilà. Elle a aucune famille, elle a pas. Elle s'appelle Cypher. Voilà. Le discours devient très problématique à partir du moment où ces personnages qui étaient des anti-héros, qui étaient là plutôt pour leur gueule, en fait, qui roulaient pour eux, et en plus, deviennent des mecs qui sauvent le monde. Et en plus, c'est exactement ce que rappelle le perso de Charlize Theron à Dominique Toretto au début du film. Vous êtes des hors-la-loi, outsiders, vous roulez que pour vous bossez pas pour un gouvernement, machin. Sauf que dès que le perso de Kurt Russell, donc Mr. Nobody, un mec d'une agence gouvernementale les appelle, tous les mecs débarroulent évidemment pour les sauver. En fait, ils sont en train de perdre de vue un peu ce qu'est la série, à savoir des personnages qui sont des braqueurs avant toute chose, des hors-la-loi, qui font des braquages. Il n'y a pas de braquage du tout. Voilà. Le seul braquage au début, qui est complètement expédié en 2 secondes. On voit juste la sortie justement du braquage, mais on voit pas le braquage en lui-même. C'est super mal filmé en plus, c'est mal fichu. Enfin bon, et donc on perd de vue ça. On en fait des personnages bigger than life, donc qui sont là pour devenir des héros de blockbuster. Et on perd de côté la dimension un peu série B des Fast and Furious qui toujours m'a séduit. Et là, d'un seul coup, on est dans une logique. Là, les personnages sauvent le monde. Ils empêchent une 3e guerre mondiale, littéralement, quoi. C'est vrai que ce qui était bien, c'était... ça n'a pas été un peu contaminé par l'esprit Avengers, tout ça? Si, et puis par même les derniers James Bond, on sent aussi qu'avec ce personnage de méchant qui fait le lien entre tous les méchants. Le méchant informatique, ouais, voilà. C'est ça en fait. Le méchant ultime, c'est l'informatique. Il y a un truc comme ça qui est quand même bien nauséabond derrière, quoi. Ouais, après, ça se voit dans tous les... Pas dans tous les films d'action, mais c'est un truc sur les puissants qui sont ridicules. Enfin, on voit ça dans James Bond, on voit ça un peu... Ça fait longtemps qu'on voit ça, pourtant. Ouais, c'est une mouvance générale du film d'action, mais... C'est dommage qu'ils s'engouffrent là-dedans, en fait. Ouais. Mais j'aurais préféré qu'ils restent un petit peu à l'écart, qu'ils fassent leur petit truc de leur côté, et pas qu'ils commencent à faire la même chose que les autres. Là, ce qui me déçoit, c'est que on est dans le cas de ces productions qui sont pas bien pensées en amont, qui sont pas bien écrites, qui sont pas bien construites, dont on va mettre plein d'argent dedans pour les faire fonctionner et faire une dimension un peu attractionnelle pour attirer le spectateur et pour l'éblouir un petit peu. Mais à côté de ça, dès qu'on creuse un tout petit peu, il n'y a plus rien. Alors que le 5, il me semble qu'il y avait quelque chose. Puis, le 6 et le 7, il y avait aussi quelque chose. Ils auront beau dire, par exemple, que la mort de Paul Walker, il y a 3 ans, a influé du coup sur l'écriture du 8, tout ça, machin. Mais honnêtement, même s'il lui était là-dedans, je ne vois pas en quoi ça aurait pu influer justement plus d'émotions qu'il y avait dans le 7. Peut-être qu'il n'y a plus d'envie non plus de la part des acteurs qui sont tristes de jouer sans lui aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se ressent qu'il y a une sorte de tristesse générale. Tout est triste dans le film, tout est... le perso Vingeuse, ça va, il passe son temps à bouder. Donc mais c'est ça, tout le monde boude, quoi. Et il y a quand même ce truc assez hallucinant où le film, les personnages sont quand même censés rechercher Vin Diesel, mais comme il est protégé par ce cyber-terroriste super fort, ils sont dans une cellule donc de recherche. Ils passent, mais franchement, 1 demi-heure de film assis sur des sièges, à pianoter sur des ordinateurs en disant où est-ce qu'il peut être. Voilà. Mais c'est hallucinant. Vous êtes dans Fast and Furious, quoi. C'est déceptif, quoi. Où il y a les 2 hackers. C'est décevant, c'est malheureusement pas déceptif, c'est vraiment décevant, quoi. Où il y a les 2 hackers géniaux qui tapent chacun de leur côté sur les claviers. Ah, vas-y, fais ça, super, pomme shift, machin. C'est super. En plus, même les scènes d'informatique, elles sont pas. Rien. Je sais pas, ils pourront faire un film d'action
d'action, je sais pas, filmer ça comme un Fincher ou j'en sais rien, ou alors vraiment aller dans un truc Gaulmont à la Torque, je sais pas moi. Ouais, même à la 24, tu vois, ils auraient pu aller dans un côté un peu 24 heures chrono, où eux avaient réussi un peu ce virage-là, quoi, alors que c'était pas donné non plus. Eux aussi étaient partis. Ouais. Ils étaient partis d'un côté un peu série B, et puis ils étaient arrivés sur un truc, voilà, je sauve le monde à chaque fois. Mais ils avaient réussi le virage, il me semble, dans la série 24. Et il me semble que là, ils auraient dû prendre ce terrain-là, aller assumer le côté série B, mais tout en gardant ce côté spectaculaire. Il y avait moyen de le faire, surtout avec le scénario, qui est un pur artifice de série B, ce personnage de gentil qui devient méchant, où on ne sait pas pourquoi. C'est le truc déjà vu 40 000 fois. Mais voilà, ils auraient pu le faire bien. Je sais pas, moi je t'avais dit au début, je trouve ça bizarre que cette séquence de course à Cuba, à la fin, moi je pensais vraiment qu'il allait genre passer par-dessus un pont avec sa voiture et être laissé pour mort et réapparaître méchant. Je veux dire, ça aurait été cool. Mais non, il gagne la course. Puis après, on a juste le générique avec une musique. Tout va bien, la vie est belle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Et après, on voit donc Charlize Theron qui monte l'appareil photo et ça explique en fait pourquoi est-ce qu'il devient méchant. On se dit, bah oui, on le soumet à un chantage. Et du coup, ça enlève le côté mystérieux et ça enlève toute la construction possible qu'il aurait fallu faire. En fait. Parce que la mise en place, c'est quand même super molle, parce qu'à la fois la poursuite à Cuba, c'est chiant en arrière. Et aucun enjeu. Ouais, parce que la séquence d'ouverture répond juste au poncif d'un Fast and Furious où il faut une poursuite spectaculaire, un peu classique, machin, mais où t'en as rien à foutre parce que tu l'as vu dans tous les films. Et là, vu qu'elle est torchée un peu n'importe comment avec une bagnole qui crame avec des flammes numériques, boche en plus. Ouais. Non, en fait, ce qui manque vraiment, c'est des enjeux. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Il me semble vraiment que le problème, c'est ça, c'est que les scénaristes ne savent plus quoi viser. Il n'y a pas l'enjeu de personnage parce que voilà. Tu sais très bien que le perso de Vin Diesel va redevenir gentil, alors que tu vois, encore dans un aspect sériel, ils auraient pu faire courir ça sur un autre film, parce que de toute façon, tu sais qu'il va y en avoir un autre, vu que le film a fait 200 millions son premier week-end. Il a tapé le milliard mondial, là. Ouais. Déjà. Le seul truc qui est intéressant, mais comme dans tous les autres, c'est cette question de la famille pour le coup, même si c'est bien sûr idéologiquement très très limite. Mais c'est quand même bien lourd. Ce que j'aime bien, c'est la dimension sérielle de cette notion de famille, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on va l'agrandir, comment est-ce qu'on va la recomposer, comment des personnages vont partir, d'autres vont arriver, etc. Le méchant du film précédent intègre la famille. Quoi. Et ça, c'est vachement bien. Le fait d'intégrer Statham à l'équipe, c'est la bonne idée du film. C'est génial. Mais le problème, c'est que ça dure là encore un quart d'heure. Spoiler, il est laissé pour mort. Alors tu te dis, mais il a rien fait, donc évidemment qu'il va revenir. Oui, parce qu'en plus sa mort est toute pourrie. Alors, tu dis c'est pas possible que pour un perso aussi badass que ça, le mec il meurt d'une balle perdue dans la rue, quoi. Ah ouais, non mais c'est un renoncement en fait. C'est ça qui m'a fait mal au cœur en le voyant. C'est un peu une fainéantise. Et je pense vraiment que le problème c'est F. Gary Gray et la situation peut-être avec Paul Walker. Peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'il n'y a plus cette envie sur le film. Puis surtout, d'après les bruits de chiottes des plateaux, Vin Diesel a eu un comportement assez désagréable sur le plateau, c'est-à-dire qu'il pétait totalement les plombs. Donc, vu qu'il a quand même la main mise sur sa franchise, truc comme ça, donc, je pense qu'il a un pouvoir de décision assez énorme dessus. Je ne sais pas à quel point il a pu le tirer vers le bas, quoi. Ouais. Je pense que le seul truc qui est rassurant là-dedans, c'est qu'ils pourront que faire mieux pour le 9. Et donc, je pense qu'on peut essayer d'attendre. Alors, ça va dépendre aussi du réal qu'ils vont engager. Moi, je prie pour qu'ils réengagent Justin Lin parce que. Ouais, mais je sais pas, même d'autres mecs du film d'action qui pourraient être corrects, quoi. Mais, ouais, je sais pas. Là, ce qui me manque, c'est une séquence. Alors, s'il y en a une, la séquence de New York. Voilà, c'est la seule qui sort un peu du lot, mais elle est trop courte. Elle dure 2 minutes montre en main, alors qu'elle aurait mérité de durer au moins un quart d'heure. Elle est vraiment fun. Il l'arrête brutalement avec ce fameux plan des voitures qui tombent de l'immeuble, qui est absolument génial. Mais ils auraient dû faire une pluie de voitures sur plusieurs kilomètres. Ça aurait été cool. Non, c'est juste, ça dure 30 secondes, les voitures tombent et hop, ça finit, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui a pu se passer en fait. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a vraiment des couilles de production qui se voient dans le film. Et Après, on l'a voyé dans le trailer en fait, la poursuite avec le sous-marin. Ouais. Le climax, voilà, qui est sympathique. Non, qui est vraiment bien foutu. Même il est pas mis en image de manière trop dégueulasse. C'est quand même plutôt correct par rapport à d'autres poursuites. Il y a des trucs plutôt fun. Et puis c'est vrai que l'idée du sous-marin, puis les mecs qui se poursuivent en se tirant des roquettes dessus, c'est quand même plutôt cool. Il y a un côté un peu G.I. Joe, enfin tu vois, ou Majorette, film d'action, quoi. Le problème, c'est qu'il y a 2 heures avant,
qui n'annonce jamais cette séquence. Et à un moment donné, il faut la sentir arriver. Il faut se dire, là, il va y avoir un truc énorme. Et là, effectivement, il y a un enjeu. Les mecs qui débarquent comme ça, genre, ouais, on va aller ici. Bah, pourquoi? Bon, je sais pas, parce qu'il y a des méchants là-bas. Oui, parce que les méchants sont là-bas. Et ils arrivent là-bas, ils sont, bah, c'est quoi le plan? Bah, c'est ça. Et hop, ils font le plan. Ah oui, c'est ça. Aucune préparation, il n'y a pas de mise en place. Non, c'est. Alors qu'en plus, par exemple, ce qui était mortel dans le 5, c'est ça. Ils mettaient une heure à préparer le braquage. Un braquage au poil de cul. Et puis c'était de parler des échecs aussi. Oui, juste à la fin pour dire, c'est ça. Au bout du film, oh putain, nique sa mère, en fait, on va tout défoncer. Et ça, c'était génial parce qu'on se rendait compte que la mise en place, c'est-à-dire la préparation du braquage, c'était pas pour préparer le braquage, c'était pour tisser les liens entre les personnages, faire des punchlines, montrer que ça fonctionne, faire du suspense sur le. Voilà, il y avait vraiment quelque chose. Et du coup, la séquence de fin était extrêmement jouissive parce que on avait cette connexion entre les personnages, mais qui ne faisait pas un truc au poil du cul, voilà, en disant on va se garer au bon endroit, etc. Non, on prend un coffre-fort et on défonce la ville. Et ça, c'était vraiment marrant. C'était vraiment une très bonne idée. Et là, il n'y a plus cette envie de faire des séquences, voilà, préparées comme ça en amont, pas pour préparer la séquence, mais pour préparer les enjeux de personnages dans la séquence. Ce qui faisait de Fast and Furious 5 pour moi un vrai film héritier des années 80, avec une belle fabrication. C'était de la belle ouvrage, quoi. Et là, on est face à des films qui sont finalement dans une logique de production contemporaine, où on perd de vue justement qu'un film, c'est avant tout une construction scénaristique, c'est avant tout un récit qui est conduit d'un début à une fin, avec des personnages. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de récit, il n'y a plus de personnages. C'est ce que je disais, il n'y a plus que de la déliaison. Et je pense que c'est aussi un film qui est symptomatique de son temps, quoi. Malheureusement, ça fait mal de le dire, mais il me semble que le film fait vraiment écho au temps cinématographique qu'on vit en ce moment. Avec la perte totale d'imaginaire d'Hollywood et sa fainéantise absolue. Tout à fait. C'est vrai que les Fast and Furious, c'est un peu un des seuls films qui nous rattachait encore au blockbuster américain, qui est un truc que pourtant on adore et qui d'année en année nous désintéresse de plus en plus. Et si même eux nous lâchent, je sais pas. Oui, c'est vrai que c'est une série qui est attachante. Enfin, c'est une série qui est attachante. Là, justement, à la fois parce qu'il y avait les poursuites des bagnoles et parce que les personnages, avec leur côté badass, oui, mais parce qu'ils étaient attachants, ils avaient chacun leur fonction, ça fonctionnait, comme tu disais, l'écriture, leur interaction fonctionnait. Des fois, et puis il y avait des échecs, et puis voilà, l'atoll était froissé, comme tu dis, mais même psychologiquement chez ces personnages. Enfin voilà, le côté outsider, ce que vous avez dit au début. Bon, après, voilà, vous donnez pas trop envie de le voir. Le truc, c'est qu'on peut pas en dire grand-chose, à part constater l'échec. On peut même pas l'interpréter, on peut même pas s'amuser à l'interpréter comme on pouvait le faire sur les autres, parce que il nous donne pas la matière. Gary Cray nous donne pas la matière pour le faire. Le seul moment, et je t'en ai parlé hier soir en sortant, c'est la séquence des voitures zombies. Ce qui est rigolo, c'est que là, pour le coup, il y a un mélange de vraies voitures et de voitures de synthèse, notamment un plan où les voitures surgissent d'un coin de rue qui est génialissime. C'est le meilleur plan du film, très clairement, où les voitures sont là vraiment en synthèse, et il y a ce côté assez surnaturel de l'imagerie de synthèse qui vient amplifier le côté surnaturel de ces voitures et qui en font des créatures numériques dans la lignée des créatures fantastiques qu'on peut trouver dans le cinéma de genre. Et là, c'était amusant de voir ces voitures en synthèse qui se comportent comme des êtres vivants. Et il y avait vraiment là pour zombies, le coup zombies qui courent. Une seconde lecture intéressante à faire, mais c'est le seul moment où on peut vraiment le faire. Ouais, parce que c'est rempli de plein de scènes rigolotes ou intéressantes, mais qui n'ont, comme je disais, aucun lien entre elles et qui du coup tombent à plat. Les scènes de prison notamment avec Statham et The Rock qui pourraient être superbes. Ça aurait pu être génial. Et puis en fait ça dure 5 minutes quoi. Il y a aucune vraie scène qui dure. Bah non, attends, il faut bien avoir le temps de les montrer dans leur fauteuil à pianoter sur des ordinateurs. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est la bagarre. Donc voilà, c'était Fast and Furious 8. On attend un Michael Mann alors, peut-être. On attend Transformers 5 The Last Night. Hein. Et si tu veux la balance, t'as envie de le voir. Quelle horreur, non. Oh si. Si, même moi, ça m'a donné presque envie. Yes, donc c'était Furious 8 de F. Gary Gray. On attend tout de même on attend de voir. On attend le 9, bien sûr. On attend le 9, bien sûr. Et donc, le film, comme le 7, est marqué par l'absence d'un personnage, Paul Walker, à jamais dans nos cœurs, et une fois de plus un hommage. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était Vincenzo featuring Don Omar avec Thomas Danza Kuduro. Je le répète, la meilleure chanson au moins des 30 dernières années. Veut dire je l'ai très dur. Et ce n'est jamais pour les auditeurs fidèles que la 7e fois qu'elle passe dans cette émission, car c'est un peu un de nos tubes, un de nos marottes. Non, un de vos tubes. Je partage. Ne comptez pas sur moi pour m'associer à ça. Et pourquoi donc passer cette chanson Danza Kuduro qui en fait
se clôturait magnifiquement avec fortes émotions et beaucoup de trémolo pour les gens présents dans le public, notamment mes camarades Jean-Baptiste Massuet et Air Force One Flocley. Fast and Furious 5, donc, qui était la 5e occurrence et la plus merveilleuse de la saga Fast and Furious, qui a déjà 8 films à son actif et un spin-off. Donc celui-là était vraiment Fast et vraiment Furious, quoi. Ah oui, ouais. Ils avaient enfin compris leur titre, quoi. C'était plus Fast and Furious, mais c'était vraiment rapide et furieux, comme on dit au Québec. Et donc, je disais, un spin-off qui va nous intéresser dès à présent. Hobbs and Shaw. Et vous allez me dire, mais qui sont Hobbs and Shaw? Moi je sais. Car je vois le regard légèrement dubitatif d'Erwan quant à la saga. Même moi je sais qui c'est. Et donc, Lucas Hobbs est interprété par notre ami personnel Dwayne The Rock Johnson, qui joue un flic de LAPD. Et, aux méthodes un peu expéditives. Aux méthodes radicales. Nous, disons-le. Nous pouvons dire... Charles Bronsonienne. Aux méthodes hongkongaises. aux méthodes, oui, très hongkongaises, très américaines, très marquées en tout cas par une certaine défense de la vérité et de l'État américain. Ne nous mentons pas là-dessus. Et donc Christophe Castaner l'existe. Voilà. Donc de Descartes Show, interprété par mon ami personnel Jason Statham, qui apparaissait dans l'épilogue de l'épisode 6 après que les petits marlous de l'équipe de Vin Diesel, enfin sa famille plutôt, excusez-moi, et donc massacré son frère, apparaissait Jason Statham, promesse de 1000 merveilles dans Fast and Furious. De coups de pied retournés surtout. Où il jouait le grand méchant, où à la fin il se battait contre Vin Diesel, mais il perdait car, comme lui rappelait Vin Diesel, à la fin c'est toujours la rue qui gagne. D'accord, ok. Petite parenthèse, j'ai vu Jason Statham faire le concours, tu sais, de débouchage de bouteilles. Bon, alors il le fait bien. Bon, par contre, après, je suis désolé, c'est une petite tapette à côté de Donnie Yen, parce que Donnie Yen, il le fait les yeux bandés avec la méga classe de La mort qui tue. Et Xavier Bowie, il l'a fait avec une carbine 22. Voilà. Ah, d'accord. Okay. Je vois que monsieur suit l'actualité. Chacun son truc. Voilà. Et donc, on les retrouvait en mode un peu buddy movie déjà dans Fast and Furious 8, le film de F. Gary Gray, qui nous avait quand même, avec Jean-Baptiste à l'époque, déjà pas mal déçus, puisque ça commençait un peu à sortir le forcing, on va pas se le cacher. Mais bon, le duo mené par The Rock et Jason avait tellement plu au public, notamment dans leur bonne saillie verbale et leur punchline échevelée. Bizarre plutôt pour deux chauves, me direz-vous, avait donc séduit le public, et c'est là... Tu te repétais la gueule, toi. Et c'est là qu'est née l'idée, donc, dans le cerveau de producteurs malins, de faire Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw, qui va donc voir nos deux... nos copains pétards de la castagne aller tout casser la gueule à tout le monde, car un méchant, Idris Elba, donc nouveau venu dans la famille Fast and Furious, est un genre de super soldat génétiquement modifié avec un genre d'armature en acier au service d'un conglomérat étrange d'une organisation. C'est un remake de Tango et Cash. Un peu, ouais. En fait, avec Russell et Stallone, en moins gay. En moins gay. Et donc, au milieu de ce pataquès se met la sœur de Jason Statham, Vanessa Kirby, que nous avions déjà vu dans Mission Impossible 6, où elle joue un petit peu un genre de semi-love interest de notre ami Tom, et qui donc est la sœur de Statham dans le film, et donc évidemment les deux vont se mettre à sa poursuite afin qu'elle ne se fasse pas péter la gueule par des méchants, et tout ça nous mènera dans de magnifiques balades de par le monde, que ce soit les USA, Londres, pour finir sur les îles de... les gens qui font du rugby la Nouvelle-Zélande, non, un autre truc les Tonga, les Samoa, exactement, car donc le perso de The Rock en bisbille avec sa famille depuis des années, donc va retourner sur les îles Samoa. Et donc la question de la famille, qui est quand même la grande thématique principale de la saga Fast and Furious. Point commun avec Spielberg. Point commun avec Spielberg. Donc la famille, après vient évidemment les gros cylindrés et les grosses taspées. Là, un peu moins de aussi quand même pas mal de cylindrés, mais pas trop de tuning et pas trop de taspées non plus. C'est pas trop l'esprit de Statham et de The Rock, parce que ils essayent au forceps de raccrocher cette thématique universelle de la famille dans un truc comme Hobbs and Shaw, ce qui était déjà très déplacé dans l'univers de Fast and Furious, en tout cas très accessoire, mais c'était la volonté de Vin Diesel de mettre des vraies thématiques fortes dans sa saga automobile. Et donc là, ils ramènent ça au forceps là-dedans, où ils n'arrêtent pas de parler de l'importance de la famille, et gna gna gna, ma soeur elle a fait ça, mon frère elle est mort. Hélène Mirren continue à jouer la mère de Statham, d'ailleurs. Hein. Elle est toujours en prison, évidemment, elle est rigolote, elle fait des blagues parce que c'est Hélène Mirren, et qu'elle est trop cool, quoi.
Et donc c'est un peu là je trouve que le bas blesse, au lieu de faire un truc vraiment indépendant où ils auraient pu faire vraiment les kékés, faire n'importe quoi avec deux gros bovins bourrins qui seraient allés péter la gueule à un autre bovin bourrin encore plus balèze qu'eux. Là finalement ils essaient de raccrocher au forceps des trucs comme ça, et c'est un peu ce qui je trouve marque le film, c'est le côté ultra forcé dans les blagues, dans les vieilles punchline pourri, ça reste un concours de beats permanent, mais qui finalement à peine, mais qui finalement est assez vain, car on se dit bonnement que quand même les beats bandent bien molles, ce qui est quand même assez dommageable pour un film de gros couillons comme ça. Et d'autant qu'en plus donc c'est réalisé par David Leitch, qui est le réalisateur de Deadpool 2 et un des co-réals des films John Wick, où c'est là qu'on se dit quand même que c'est pas lui qui avait le plus de talent entre les deux réals, parce que c'est donc torché de manière tout à fait anonyme, même parfois souvent avec le cul, c'est-à-dire que les scènes d'action sont torchées n'importe comment, de par les contrats des deux acteurs qui stipulent qu'ils ont un nombre interdit de coups qu'ils doivent recevoir par rapport à leur quota de bagarre ou trucs comme ça, machin. Les pétasses. Exactement, c'est quand même un film de gros aspect, mais pas dans le bon sens. C'est ce qui trouve assez dommageable. Et donc finalement le réel plaisir que moi en tout cas j'ai, et certains de mes camarades de cette émission, à regarder ce côté très régressif, mais qui était quand même bien fabriqué, notamment dans Fast and Furious 5 et 6, elle a totalement disparu au profit d'une exécution absolument lamentable. Le 4 était pas mal. Et totalement anonyme, ce qui finalement enlève tout le plaisir que moi j'avais à voir les films comme Fast and Furious, où c'était justement un côté du film qui pouvait s'adresser à la fange mais qui était bien faite, quoi. Donc du plaisir coupable, tu n'as plus que le coupable, quoi. Voilà, exactement. Surtout que c'était même pas un plaisir coupable, c'était un réel plaisir. J'ai même je m'étais refait toute la saga récemment, j'ai quand même pris encore beaucoup de plaisir. C'est peut-être mon côté Kekos, mon côté comme Erwan. Même Tokyo Drift. Tokyo Drift c'est un peu compliqué. Bon, j'aime les japonais, mais là-dedans ils sont pas bien quand même. C'est pas terrible, quoi. Donc voilà, j'étais vraiment très déçu. Je vais pas dire que j'en attendais beaucoup, mais j'en attendais quand même un minimum d'aventure, d'action, d'exotisme et puis de bourrinade sympathique, et finalement on a même plus ça. C'est-à-dire que même la dernière saga débile d'action qui nous restait ne nous promet même plus les simples choses de la vie que nous étions venus chercher. Il va falloir se rabattre sur John Wick. Voilà, et d'ailleurs en plus j'aime pas John Wick, et moi j'ai trouvé ça terrible, et ça m'a fait comme un petit pet au cœur, comme si ils pourraient le dire eux-mêmes, c'est comme un peu si ma famille m'avait mis un coup de poignard dans le cœur. Et ça c'était terrible. Donc Hobbs & Shaw, Fast and Furious présente. Très déçu pour ma part, et je sais que tous les amateurs de films romantiques sont avec moi. Donc voilà. Mais on partage, moi j'ai de la compassion pour toi, parce que moi j'en ai rien à foutre de la saga Fast and Furious. Je sens bien que ça te tient à cœur, et qui gâche le travail comme ça, voilà. c'est un peu c'est ni fait ni à faire. C'est un peu lamentable. Mais en même temps, c'était un peu inscrit, quoi. J'irais faire du spin-off, arriver au 8e, tu vois, d'une série, et faire du spin-off après le 8e. On va y avoir un 9, ils vont bien finir dans l'espace. Après une course-poursuite avec un sous-marin dans le 8, tout est possible. De toute façon, là, ils sont partis pour faire James Bond maintenant. On voit une trentaine de films jusqu'à ce qu'ils soient en chaise roulante. Diesel, c'est une connerie, quoi. Idris Elba aura réussi à faire son James Bond, du coup. Enfin. Son méchant de James Bond. Voilà. En plus, pour le coup, il est cool, Idris. Le film il est cool, pas comme d'habitude. Idris Elba, il est toujours un peu cool. Voilà, donc à l'inverse de ce film, on va passer au coup de cœur.